En décrétant un embargo sur les importations de gaz russe, Joe Biden ne prend pas beaucoup de risques. Les États-Unis n'importent ni gaz ni pétrole de Russie. Grâce au gaz de schiste, le pays de l'oncle Sam est autosuffisant et son marché captif lui permet de bénéficier d'un gaz 15 fois moins cher qu'en Europe. En revanche, étendre cet embargo à l'Europe qui ne produit que 15% de sa consommation est une autre paire de manches. L'Europe est le principal client de la Russie, mais la Russie est aussi son principal fournisseur de gaz. 40% du gaz européen provient de Russie, contre 22% de Norvège et 10% d'Afrique, notamment d'Algérie, du Nigeria et de Libye. Si l'Europe imposait un embargo sur le gaz russe, ce dernier ne pourrait plus trouver preneur ailleurs, dans la mesure où les principaux gazoducs en provenance de la Sibérie occidentale, du nom de Brotherhood, Yamal ou encore Nord Stream 1, pointent exclusivement vers l'Europe. La Russie verrait alors sa rente gazière réduite à néant. En théorie très efficace, cet embargo gazier est-il pour autant réalisable? En d'autres termes, l'Europe peut-elle se passer du gaz russe? Le seul substitut crédible s'appelle gaz naturel liquéfié. Transitant sur les océans via des méthaniers, il suffit pour importer du GNL de disposer d'un accès à la mer, d'installations portuaires dédiées et d'équipements de regazéification. De nombreux pays européens disposent de terminaux méthaniers sur les façades atlantiques et méditerranéennes. La France possède 4 terminaux méthaniers, dont 2 à Fos, 1 à Dunkerque et 1 à Montoire en Bretagne. Une fois regazéifié, le méthane peut alors transiter dans le réseau régional pour alimenter les pays européens ne possédant pas d'accès maritime ou de terminal méthanier, comme l'Allemagne, la République tchèque ou encore les pays baltes, particulièrement dépendants au gaz russe. Le marché mondial du GNL représentait en 2019 484 milliards de mètres cubes, soit 12% du marché mondial du gaz naturel. Les principaux producteurs de GNL sont le Qatar, l'Australie, les États-Unis, la Malaisie et le Nigeria. 70% du GNL mondial transite vers la Chine, le Japon et la Corée, tandis que l'Europe n'en consomme que 22%. Pour sortir à court terme du carcan russe, il faudrait rediriger vers l'Europe 160 milliards de mètres cubes de GNL, soit le tiers de la production mondiale. Dans les faits, cela reviendrait à amputer le sud-est asiatique de la moitié de ses importations de GNL. Or, contrairement aux gazoducs liés au territoire, les méthaniers peuvent changer de route gazière à la demande et se vendre au plus offrant. Le combat commercial serait alors extrêmement cruel entre l'Europe et l'Asie et conduirait inexorablement à des cours stratosphériques que l'on n'ose à peine imaginer. Ainsi, peut-on imaginer la Chine acheter du GNL russe au rabais, puis le revendre au prix fort à l'Europe? Car, contrairement au vieux continent, la Chine peut compenser un déficit de gaz par du charbon domestique qu'elle produit en abondance. À plus long terme, l'embargo européen obligerait Gazprom à arrêter la plupart de ses puits, mais aussi tout nouvel investissement. Dans la mesure où les puits arrêtés en cours d'exploitation ne retrouvent jamais leur niveau de production, il faudrait aussi lire en filigrane de l'embargo une réduction structurelle supplémentaire de l'offre gazière mondiale et donc des prix restants à long terme très élevés. Face à l'indépendance énergétique américaine recouvrée, l'Europe ne peut que constater la faillite d'une politique énergétique imprimée depuis le début du siècle par le climato-gauchisme. Ce climato-gauchisme continue pourtant de s'opposer au nucléaire et veut nous faire croire à travers ses candidats irresponsables à une utopique croissance verte reposant sur un mix 100% renouvelable. Des renouvelables qui en janvier 2022 nous fournissaient moins de 2% de l'électricité aux heures de pointe.